À l'occasion de cette émission, donc, Joshua porté candidat à l'élection présidentielle de 2025 lors du congrès extraordinaire tenu à Yaoundé, c'était samedi dernier. À l'occasion, le parti a également profité pour présenter ce qu'ils appellent là-bas notre mission, je cite, notre mission pour sauver le Cameroun, le programme 2025-2026. Il s'agit selon eux du résultat d'une étude, d'une concertation avec nos concitoyens en réalité. C'est un document d'environ une vingtaine de pages. À l'occasion de cette émission, donc, Joshua, si on l'espère, va rentrer dans les détails, qui c'est peut-être point par point, pour nous expliquer exactement ce qu'il propose au Cameroun, qui certainement, si jamais il est élu en octobre prochain. Mais avant cela, on va peut-être évoquer quelques sujets d'actualité avec l'invité de ce soir. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder en primeur cette sortie. Merci. Après votre élection, j'ai envie de vous féliciter déjà. Vous êtes porté candidat. Merci. Merci. Je veux dire, quand on se sent candidat, qu'est-ce qui vous anime comme sentiment? Écoutez, déjà, il faut savoir que c'est un énorme challenge. Donc, il y a beaucoup de pression. Il y a un énorme travail à faire. Il y a très peu de temps. Donc, on se rend compte qu'on doit mettre de côté peut-être tous les loisirs. On doit mettre de côté tous ces passe-temps pour se concentrer et se focaliser uniquement sur le challenge qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire gagner les élections présidentielles en 2025. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est un peu complexe parce que le calendrier n'est pas officiel, en tout cas pas encore. Donc, on fait un planning sur la base de suppositions et pas sur des dates claires. Mais j'aimerais juste revenir sur votre introduction. En fait, le programme politique du SDF pour 2025-2026, ce n'est pas une vingtaine de pages, c'est 138 pages. Ah d'accord. Voilà. Ah non, c'est le résumé en fait que j'ai... certainement que j'ai eu de vos services. Je vais davantage me rapprocher pour avoir les détails. Cela dit, il y a suffisamment de matière pour en parler certainement. Mais avant, permettez-moi de revenir sur l'actualité autour de toute la polémique qu'on a pu observer ces dernières semaines sur Ernest Ouandi. On le sait, figure historique du Cameroun, à côté d'autres, Amadou Ahidjo, Félix Roland Momi et Oumniobé. Vous, quelle interprétation faites-vous? Quel sens donnez-vous à cette polémique qui est née et qui finalement a donné l'impression de tomber dans un fléau qu'on dénonce ces dernières semaines, le tribalisme? Alors, avant d'entrer là-dedans, j'aimerais aussi dire que ça relève aussi un fait. Le fait un peu de la marginalisation de l'histoire du Southern Cameroun et de West Cameroun, parce qu'on considère les seuls héros de cette période comme étant ceux qui étaient de ce côté du Mogo. Alors que beaucoup de choses sont passées de l'autre côté, où il y a des véritables héros aussi. Le West Cameroun aurait pu basculer dans la guerre, mais ne l'a pas fait. Il faut savoir qu'à côté, il y avait le Biafra qui bouillonnait déjà et que, par exemple, l'UPC, tel qu'on l'a connu, et même les combattants de l'ALNK, trouvaient refuge presque tous à Kumba, grâce notamment au fait que le gouvernement du Southern Cameroun et puis ensuite du West Cameroun donnait un safe haven, comme on dit, à ces gens-là. Donc il y a eu beaucoup, d'un point de vue politique, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées de ce côté, surtout que les politiques de l'époque à Buea avaient réussi à faire en sorte que la transition de la période coloniale à la période postcoloniale soit paisible. Et je pense qu'ils devraient aussi être reconnus pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est justement ce que les populations du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui appellent la marginalisation, quand on fige l'histoire sur un côté du pays sans penser à l'autre. Donc quand on parle des héros, en général on s'arrête à Oumniobé, Wanji et autres. On oublie qu'au fait il y a des héros de l'autre côté aussi qui ont fait un énorme travail. Et puis je pense qu'il faudrait aller plus bas dans l'histoire du Cameroun, parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé énormément pour que le Cameroun devienne ce qu'il est, avant la période de l'UPC. Je citerai ici, puisqu'on est à Douala,
Alexandre Douala Mangabel, Ngosodine, entre autres, Madola, et ainsi de suite. Je ne veux pas m'arrêter là, mais ils sont des centaines qui ont donné de leur vie pour faire du Cameroun ce que c'est ce pays aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un devoir de mémoire qui devrait être fait. On devrait corriger cet état de choses où on essaye de figer nos héros nationaux seulement dans une partie géographique du pays ou alors dans une partie de notre histoire. Mais cela étant dit, je pense que la polémique, à mon humble avis, n'a pas lieu d'être parce que je pense qu'il est très important, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, que les gens arrivent à comprendre d'où viennent les polémiques. C'est-à-dire que, vous savez, il y a longtemps, ou pas si longtemps que ça plutôt, les frustrations des uns et les élucubrations des autres et même les positions de certaines personnes se limitaient dans des comptoirs de bar ou alors en dessous d'un manguier et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce que pense quelqu'un, je ne sais pas moi, à Kolofata est tout de suite vu à Yaoundé ou Douala et vice-versa et ça devient tout de suite très important. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut d'abord comprendre qui est-ce qui a dit quoi. Donc si quelqu'un qui ne représente pas ou n'a pas la compétence nécessaire pour pouvoir porter un message dit quelque chose, je pense qu'il faudrait se limiter à cela. Il ne faudrait pas aller plus loin que ça. Il ne faudrait pas en faire un tapage national par rapport au fait qu'une chose a été dite. Maintenant, sur la position d'Elimbi Lobé par rapport à Ernest Wanji, je trouve que c'était maladroit de le présenter de la façon dont il a fait, mais il faut quand même se dire qu'on a un devoir mémoriel de regarder la vérité qui blesse. Et ça n'enlève en rien les actes héroïques de ces personnes. Et je veux dire, cela est consacré par la loi de 91 qui fait d'eux des héros nationaux et on ne peut rien enlever à cela. Mais il faut souvent aller vers la vérité inconfortable pour voir exactement ce qui s'est passé parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive dans une situation, et je n'accuse personne, mais il ne faudrait pas qu'on arrive dans une situation où nos icônes ont une sorte d'impunité. Donc il faudrait quand même visiter ce qui s'est passé, même si cela se passe post-mortem, pour voir exactement s'il y a des gens qui se plaignent que des choses sont passées qui n'auraient pas dû se passer, pour voir exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, sans pour autant toucher à la sacralité, je dirais, de ces icônes. C'est très très important. C'est important pour nous aujourd'hui, ça sera important demain. Et encore une fois, je me répète peut-être, le fait d'être un héros ne vous donne pas, un héros national, pardon, ne vous donne pas une certaine impunité. Donc je ne suis pas historien, je ne suis pas là pour essayer de dire ce qui s'est passé. J'étais un tout petit bébé, j'avais 3 ans seulement quand il a été arrêté, ou un peu moins. Et j'ai vécu dans la zone, juste à la frontière entre le sud-ouest et le Mungo. Donc je n'ai pas véritablement de souvenirs, mais je sais que mes parents en parlaient très souvent. Et donc je pense que tel que mes parents en parlaient, ne reflétait pas nécessairement qu'il y avait des crimes commis. Mais maintenant, je peux me tromper. Et donc, il est important pour tout le monde qu'on refasse l'histoire. Qu'on refasse l'histoire, qu'on revisite, sans toucher à la sacralité de ces héros-là, parce que les actes héroïques ont été constatés, ils sont là, c'est dans la loi de 91, on n'y touche pas, mais ça ne veut pas dire que les uns et les autres, on a vu par exemple dans d'autres pays où on est allé revisiter ce que les icônes nationales ont pu faire à un certain moment pour que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, soit mise sur la place publique pour pouvoir avancer, mais ça n'enlève en rien la place de ces icônes dans l'histoire de ces pays. Alors, vous relevez 2 choses. D'abord, cette controverse, évidemment. Est-ce qu'au-delà de la loi de 91 qui fait de ces personnes des figures historiques du Cameroun, telles que décidées par le gouvernement, est-ce que le SIF... Décidé par le Parlement.
Par le Parlement, pardon. Est-ce que le SDF a un projet spécifique pour aller au-delà, suivant les controverses que vous venez de relever, suivant ce qu'on peut appeler ou noter comme ce manquement à l'histoire? Déjà pour compléter le volet nord-ouest-sud-ouest, comme vous l'avez relevé, et éventuellement pour aller plus loin dans ce qui a été fait jusqu'ici. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. J'ai parlé du nord-ouest-sud-ouest par rapport à votre question, absolument, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, ce qui fait défaut au Cameroun aujourd'hui, c'est la construction d'une identité nationale. Okay. Et c'est quelque chose, c'est tout un chantier. Et nous voulons l'engager dès qu'on arrive au pouvoir. Parce que le plus gros problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'identité nationale. Et c'est pour cela que les gens se sont touchés quand on parle d'une icône qui vient d'une certaine tribu ou d'une icône qui vient d'une autre tribu. Et j'ai même, moi-même, tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai tiré le débat vers le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le même réflexe. Et c'est pour cela qu'il est très important pour nous de mettre sur pied un travail profond. Cela s'est fait dans beaucoup d'autres pays pour véritablement construire une identité nationale camerounaise. Et je ne parle pas, pour que je me fasse bien comprendre, je ne parle pas de la carte nationale d'identité, je parle de notre identité. Qu'est-ce que c'est que d'être camerounais? Et c'est un travail de fond qui doit être fait et qui doit être fait rapidement parce que les réflexes tribaux et tout cela découlent aussi du fait que nous n'avons pas. Nous sommes d'abord Douala, Bassa, Bamileke et Bakweri, tout ça avant d'être camerounais. Et cela, on ne veut pas le changer, mais nous devons être aussi confortables camerounais que nous le sommes dans nos tribus. Et vous savez, je dis très souvent, et je crois que même la Banque mondiale m'a donné raison dernièrement, c'est que quand vous êtes dans un pays qui a un déficit d'identité nationale, vous le voyez avec le manque de patriotisme de ses citoyens. Et au fait, la meilleure façon de mesurer le manque de patriotisme, c'est le taux de corruption. Parce que moins les gens se sentent appartenir à une nation, plus il y a de la corruption. Okay. Puisque, je dis très simplement, personne ne vole le lit sur lequel il est couché pour aller le vendre quelque part. Il préfère toujours voler le lit du voisin, surtout s'il s'en fout de la façon dont le voisin se couche. Donc ça veut dire tout simplement qu'au fait, quand les gens pillent un État, ils s'en foutent. Quand un monsieur ou une dame vole l'argent d'un pont, c'est qu'il est convaincu que ses enfants ne vont jamais devoir traverser cette rivière. Et donc, c'est important de faire ce travail parce que ça permet aussi de souder beaucoup d'autres éléments de notre vivre ensemble qui, aujourd'hui, sont un peu flottants en l'air. Disons que cette polémique a néanmoins relevé un fléau, on l'a dit en passant tout à l'heure, mais qu'on observe en général en année électorale. La haine, le tribalisme, sur les réseaux sociaux, ce tiraillement, on a l'impression que il y a deux camps qui sont rangés et chacun se dit le plus de mots vilains possible et ça ressort, je vais dire, au quotidien, on le voit sur l'espace public médiatique également. Est-ce que vous, SDF, notamment sur la question du tribalisme, vous avez un dispositif, vous avez un projet, vous avez une vision pour combattre cela, essayer davantage d'interpeller, qui c'est peut-être par la loi, par d'autres mécanismes? Est-ce que vous y avez pensé? Écoutez, déjà, je commencerai par dire que, bon, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais pour aller plus loin, le SDF est fondamentalement sur une forme fédérale de l'État. Okay. Et d'où est-ce que vient cette haine? Elle ne vient pas du fait que les uns marchent sur les autres, elle vient de deux sources. Elle est issue de deux sources. La première, c'est l'incompréhension de l'autre, le fait... On ne peut que détester ce qu'on ne comprend pas parce que du moment qu'on le comprend, on ne peut plus le détester. Et la deuxième source de cette haine vient du fait qu'on se croit, on voit, c'est pas qu'on croit, on voit une injustice. Elle est apparente, tout le monde la voit. Tout le monde, comment dirais-je, est convaincu que l'autre a plus que lui. Quel que soit comment on le regarde, que ce soit dans les nominations, que ce soit dans le pouvoir financier, que ce soit dans le commerce, et à tous les niveaux, les gens se replient
Il y a ce repli identitaire, les gens se replient vers la tribu. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner ici un paradoxe, c'est que quand vous rencontrez un Camerounais lambda, si vous lui demandez où est-ce qu'il a le plus de problèmes, il vous dit tout de suite dans son village. Si on suspecte une mort, s'il y a une mort suspecte, on ne cherche pas quelqu'un du nord ou de l'est ou de l'ouest à l'opposé du village, on dit c'est un oncle au village ou une tante au village, etc. Donc, au fait, ce paradoxe est quand même assez parlant parce que tout le monde est presque convaincu que tous ces problèmes viennent de la famille et du village, mais on va quand même vers ce repli identitaire pour pouvoir justifier des choses injustifiables. Maintenant, Dipita, le problème de fond sur l'injustice, ou alors plutôt la solution à cette injustice, c'est la justice sociale. Et c'est l'ADN même du SDF. Et les la répartition équitable des richesses. Mais bien sûr. Et les inégalités que vivent les Camerounais, comment est-ce qu'on commence à les attaquer? C'est à travers la mise sur pied d'un État fédéral pour que tout soit au niveau de la commune et uniquement de façon résiduelle, uniquement ce que la commune ne peut pas faire est fait au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les régions, et ce que les régions ne peuvent pas faire est fait au niveau de Yaoundé. Et c'est parce que Yaoundé fait 100% de tout et décide de tout et consomme tout le budget du Cameroun que tout le monde se voit floué. J'ai failli dire croix, mais ce n'est pas le bon terme. Tout le monde se voit floué. Et c'est ce qu'il faut changer. Vous savez, quand on vous dit aujourd'hui que 90% ou 80% de tous les sous-préfets viennent d'une seule région ou d'un groupe de régions, que ceci, que cela. Mais le problème, ce n'est pas que 80% des sous-préfets viennent d'une même région. Le problème, c'est pourquoi y a-t-il encore des sous-préfets en 2025? Et pourquoi, même s'il faut avoir des sous-préfets, pourquoi ces sous-préfets sont aussi importants dans notre quotidien? Vous savez, dans d'autres pays, je prends la France que nous imitons, les habitants ne savent même pas qui est préfet chez eux. Vous comprenez? Donc, bon, ce n'est pas un bon exemple la France, mais ce que j'aimerais dire, c'est que dans un dispositif fédéral, vous vous occupez de votre maire que vous avez élu. Le développement vient de ce maire-là. Le travail des jeunes vient de ce maire-là. L'éducation, la santé, tout ce qui nous est important, la communication, etc., vient de la mairie. Et donc, vous n'avez plus de problème avec que Yaoundé envoie à gauche et à droite, et que si quelqu'un est Yaoundé, il envoie que sa famille à gauche et à droite, ça ne change pas votre vie. C'est pour cela que le système fédéral est si important. Donc, au fait, on a cette malheureuse habitude au Cameroun. J'appelle ça un peu le syndrome de Stockholm, parce qu'on a été pendant 65 ans dans un système, on ne veut pas le repenser. Et donc on essaye de trouver, on a une blessure, on essaye de changer le pansement. Mais au fait, il faut coudre la blessure et la soigner une fois pour toutes. Et le soin c'est le fédéralisme, c'est la justice sociale pour tous, c'est l'égalité de chance pour tous, et c'est ce que le SDF propose. Cela dit, une dernière actualité avant de passer aux propositions du SDF, ce sont les récents agissements de la brigade anti-Sardinat, la BAS, dont on a vu à Bruxelles quelques actions sur des officiels camerounais, notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Le gouvernement réagit, le ministre de la Communication et hier également le ministre de l'Administration territoriale. D'abord, vous, quelle est la lecture que vous en faites? Vous condamnez ces actes-là, vous interpellez le gouvernement de l'autre côté aussi, et vous dites, est-ce qu'on peut aller plus? Comment résoudre définitivement cette problématique? Intégrer cette diaspora, bref, que prévoit le SDF par rapport à, j'ai failli dire, ce problème? Écoutez, j'aimerais lever tout équivoque. D'accord. Je condamne et le SDF condamne fermement ces agissements de violence qui n'ont pas leur place dans notre pays. Je pense qu'on arrive à beaucoup plus sans cette violence-là. Et donc, les méthodes non violentes nous ont apporté beaucoup plus de résultats que ces méthodes violentes. Donc la violence est à condamner et là, c'est non négociable. Maintenant, il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi cette violence existe?
c'est qu'il y a une rupture du contrat social. Il ne s'agit pas de justifier. Je ne justifie pas, mais je suis en train de dire qu'au fond, il faut aussi s'attaquer à la source de ces problèmes. Beaucoup de Camerounais ne se sentent plus Camerounais, c'est-à-dire que le contrat social entre le gouvernement et les populations camerounaises, qu'elles soient à l'étranger ou au Cameroun, a disparu. Et il faut renaître, il faut réimposer un nouveau contrat social accepté de la majorité. Et nous sommes dans une autocratie. Une autocratie gouverne avec une coalition aussi petite que possible. Plus la coalition régnante est petite, mieux l'autocratie se porte. Et c'est le fait de la fermeture. Bien sûr. Et c'est le résultat de cela que nous voyons partout. C'est le résultat de cela que nous voyons dans l'extrême nord, avec les populations, avec les élus, que nous voyons. Ce qui s'est passé à Kousséri n'est pas différent de ce qui s'est passé en Belgique. Vous rappelez rapidement en quelques mots, j'ai failli dire la prise en otage, je vais le dire comme ça, du secrétaire général de la présidence de la République, par les élus d'ailleurs et les populations. Mais d'une façon non violente. Lors de sa visite. Mais d'une façon non violente, ce qui s'est passé dans l'extrême nord était non violent, ce qui s'est passé dans le Mayo-Danaï était non violent. Par contre, ce qui s'est passé en Belgique était violent et c'est cette violence que je condamne. Mais non, mais elles tirent toutes leurs sources du même déficit d'appartenance à un pays. C'est-à-dire que le contrat social a été rompu et il faut pouvoir le reconstruire. Et moi, je dis toujours une chose, ceux qui sont à la source d'un problème qui nous gouverne aujourd'hui ne peuvent pas être les mêmes à trouver une solution. Ils ont créé un problème, il faut qu'ils partent, que d'autres viennent pour trouver des solutions à cela. Et je pense que vous m'avez posé la question par rapport à la base, mais j'aimerais répondre par rapport à la diaspora. Les problèmes sont très simples. Ils ressentent cette frustration d'être la risée du monde entier, surtout d'autres Africains, alors qu'ils sont arrivés en Europe quand leurs prédécesseurs camerounais étaient fiers d'être camerounais et étaient un exemple pour les autres diasporas. Et cela vient du fait que le pays est à l'arrêt depuis bien trop longtemps et que les mesures que nous devons prendre ne sont pas prises. Je ne pense pas que ce qu'ils réclament, ceux qui sont de la base, ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre sur pied. Et ces choses-là, c'est une meilleure gouvernance, c'est l'accélération de notre développement, etc., etc. Bien sûr, ils se figent derrière un raccourci en essayant d'entrer dans une certaine polémique politique. Mais je pense qu'au fond, ce qui les motive, c'est cette frustration d'être la risée du monde entier. Et c'est ce que nous essayons de façon non violente à arrêter au Cameroun. Parlant de la diaspora, pour terminer sur cette question, l'une des revendications permanentes, anciennes même d'ailleurs, c'est la double nationalité. Le SIF est pour, dans quelles conditions, dans quel cadre Alors déjà, j'aimerais dire que la double nationalité, ça n'existe pas. On peut parler de multinationalité et le fait, il n'y a que 6 pays dans le monde qui ont de façon constitutionnelle la double nationalité dans leur dispositif. Ce qu'il faut pour le Cameroun, c'est dépénaliser le fait d'avoir une multinationalité. Et donc, c'est à l'image même de ce qui se passe dans tous les pays OCDE, c'est-à-dire l'Union européenne et les autres, c'est de dépénaliser. Et c'est une mesure de rupture du SDF. C'est une des mesures que nous allons prendre le premier jour dès que nous arrivons au pouvoir, une ordonnance pour dépénaliser le fait qu'on ait plus qu'une nationalité. Cela veut dire, il faut bien le comprendre, que si vous êtes Camerounais, on vous considère comme Camerounais et d'aucune autre nationalité, mais on ne vous retire pas le passeport camerounais ou la carte d'identité camerounaise parce que vous avez une autre nationalité. Mais tant que vous avez la nationalité camerounaise, vous êtes pour le Cameroun 100% camerounais, partout où vous êtes. Vos autres passeports, nous les considérons comme des moyens de subsistance ou des moyens de voyage, et ça se limite à cela. C'est exactement ce que font toutes les grandes puissances du monde, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, etc. Cela dit, parlons donc plus singulièrement du SIF. Peut-être un retour en arrière d'abord. En 2018, c'est peut-être bon de le rappeler, vous étiez 3e à l'élection présidentielle, 4e après les résultats de l'élection présidentielle, derrière Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libye. Vous avez fait 3,35% si mes notes sont bonnes, exact. Cela dit,
Avez-vous tiré les leçons de cette élection-là? Pour vous, qu'est-ce qui n'aura pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour faire meilleur score, qui sait peut-être être premier cette fois-ci? Écoutez, déjà, ce qui n'a pas marché a été dit par le Conseil constitutionnel du Cameroun. Quelques mois plus tard, en 2020, avec l'élection législative ou municipale, où ces élections ont été annulées parce que le Conseil constitutionnel nous a dit qu'il n'y a pas pu avoir d'élections dans le nord-ouest et le sud-ouest pour des raisons de guerre. Cette guerre existait déjà en 2018. Malheureusement, les dispositifs de la loi sont tels que, une fois annulés partiellement, on a l'obligation de reprendre les élections, je crois, en 40 jours, si je ne me trompe pas. Le gouvernement camerounais n'a pas pu mettre fin à cette guerre en 40 jours. Aujourd'hui, vous allez me dire, cette guerre est toujours active, mais je pense qu'on a eu 6 années pour revoir notre position par rapport à cela. Et il faut reconnaître qu'en 2018, le nord-ouest et le sud-ouest étaient un bastion du SDF. Il faut aussi se dire que nous avions demandé à l'époque au gouvernement camerounais de permettre, puisque la circonscription électorale est unique, c'est-à-dire tout le pays forme une seule circonscription, de permettre à tous les déplacés internes, et nous parlions à l'époque de 650 000 personnes, aujourd'hui il s'agit de 800 000 personnes, de leur permettre de voter là où ils se trouvent, avec leur carte électorale. Malheureusement, le gouvernement, même avec la pression de l'ONU et de l'Union africaine, le gouvernement camerounais avait refusé. Et les résultats obtenus dans les urnes, c'est ce que vous avez vu. Nous avons apporté des corrections à tout cela. Nous travaillons jour et nuit. Nous avons compris qu'un de nos gros défauts, c'était d'être absent dans plusieurs bureaux de vote. Il faut comprendre une chose très importante, c'est que du début de la crise, en 2015-2016, jusqu'en 2018 et même 2020, nous étions à 100% engagés de façon à plein temps, donc avec notre énergie, notre argent et tout ce qu'on avait à mettre fin à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'il s'agit de nos bastions. Nous étions convaincus qu'on pouvait y arriver en quelques mois. Nous avions sous-estimé la volonté du gouvernement à faire perdurer cette crise et donc nous pensions que nous étions du même côté. Nous ne savions pas qu'ils allaient l'utiliser contre nous. Et donc cela a donné les résultats que vous voyez. C'est-à-dire que non seulement on était absent sur le terrain parce qu'on était concentré sur une crise qui décimait nos deux bastions, mais en même temps, le gouvernement profitait de cette crise pour nous donner les résultats électoraux que vous avez vus. Donc nous avons appris et nous avons corrigé. Nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement pour résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que pour eux, c'est un trophée de guerre, le SDF, ou les résultats électoraux du SDF dans ces deux région est un trophée de guerre et donc nous avons utilisé d'autres stratégies pour contourner leur position et pour arriver à des résultats bien meilleurs que ceux qu'on a eus en 18 et en 20. Mais vous focalisez sur le nord-ouest et le sud-ouest. Le Cameroun, c'est 10 régions. Est-ce qu'il y a eu des restructurations profondes? Alors, j'aimerais juste corriger cette... si je l'explique de cette façon, c'est pour comprendre que nos cadres du littoral, de l'ouest, du nord, de l'extrême nord, de l'est et de partout, étaient avec nous. Okay. Quand on tient, nous sommes le seul parti politique à avoir tenu un meeting à Bamenda et à Buea pendant la crise. Quand on tient ces meetings, c'est tous ensemble. Nous sommes les seuls qui avons tenu, je crois, 9 réunions du comité exécutif national en pleine crise, dans le nord-ouest surtout. Et lors de ces assises, tout le monde y est, tout le monde est focalisé. Donc, en fait, c'est tout le parti qui était focalisé pour apporter une solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ça ne veut pas dire que le parti, ça ne veut pas dire que ceux du nord-ouest et du sud-ouest étaient focalisés sur le problème qui était le leur. Nous, au SDF, nous comprenons que cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est une guerre nationale, est un problème national qui ne peut que trouver une solution nationale. D'accord. Cela dit, entre-temps également, on a pu voir que votre parti a perdu beaucoup de cadres.
en fait des cadres, mais également un certain nombre de militants, y compris de la base. Avez-vous fait également le check-up de ces départs-là? Aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous en tirez? Et est-ce que vous êtes définitivement sorti de, j'ai failli dire, de cette inflation du départ? Écoutez, déjà, j'aimerais bien vous rassurer. Okay. On a eu quelques cadres qui sont partis. Les militants qui partent, d'autres qui viennent, c'est tous les jours que ça arrive. Et nous sommes dans une organisation ouverte, comme tous les partis politiques. Vous avez la liberté de partir quand vous voulez. Vous avez aussi la liberté d'arriver quand vous voulez. J'aimerais aussi vous rassurer qu'on a eu beaucoup plus de nouveaux militants, beaucoup plus de nouveaux cadres aujourd'hui que de cadres qui sont partis. Et puis, il faut bien voir ce qui se passe. Il y a un changement, pas seulement à la direction du parti, mais un changement. Le parti fait sa mue. Changement de cap aussi, changement de stratégie. Et ceux qui étaient ancrés, qu'on appelle le bois... Le bois dormant, donc ceux qui étaient ancrés en 1990, peut-être pour beaucoup, ils ne se retrouvaient plus. Et donc, ils devaient aller ailleurs ou tout simplement prendre leur retraite. Pour beaucoup, cette retraite était souhaitée depuis bien longtemps, mais ils tenaient toujours. Donc, nous n'avons absolument aucun problème si quelqu'un occupe une place et qui veut laisser sa place pour que... une nouvelle énergie vienne l'occuper pour amener le parti encore plus loin. Aujourd'hui, nous avons pu organiser 3 événements majeurs. Nous avons pu accompagner le président national, Foni John Frundi, à sa dernière demeure. Ce n'était pas une maigre affaire. Nous avons d'ailleurs, avant cela, pu l'accompagner dans sa maladie. Nous avons pu organiser notre congrès pour renouveler le comité exécutif national. Ce n'était pas une mince affaire, et ça juste après ces obsèques nationaux du président national du parti. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons pu organiser un congrès extérieur, le seul parti au Cameroun qui l'a fait, pour choisir son candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas plus de preuves que ce parti est beaucoup plus dynamique qu'il ne l'était il y a encore quelques mois en arrière. Et nous sommes sur cette trajectoire-là. Donc, nous ne regrettons pas le fait que les gens partent. Si quelqu'un veut partir, c'est de ça. Vous savez, moi, je suis de la forêt. Et chez nous, on dit que quand un grand arbre tombe dans la forêt, ça permet aux jeunes pousses de pousser, de prendre la place, et surtout ça attire beaucoup de gibier parce que ce gibier a besoin des jeunes pousses pour se nourrir. Donc c'est tout un autre écosystème qui est mis en place. Justement, je prends l'image du gibier. Certains des gibiers qui s'est peut-être courir plus vite que vous ont estimé que la caution de 50 millions mise à l'entrée pour porter les candidatures à la tête du SIF lors du dernier congrès était comme un coup en dessous de la ceinture. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne suis au courant de personne qui s'est plaint. D'accord. Personne de façon officielle. Si les gens vont maintenant dans les bars raconter leur vie ou sur les réseaux sociaux, ça me laisse à 37. Pour vous, ça pose pas de problème. Il y a une décision démocratique qui a été prise. D'accord. De mettre une caution sur les candidats à la présidentielle. Premièrement, nous ne devrons pas nous trouver dans une situation où les élections présidentielles sont appelées demain et dans 15 jours, on doit déposer une caution de 30 millions et on ne les a pas. Donc, il faut savoir que l'élection à la tête du parti avait requis une caution non remboursable de 7 millions de francs. Personne ne s'est plaint, alors que c'était qu'à la tête du parti. Là, on parle quand même de la nation Cameroun pour devenir président de la République. Et puis, j'aimerais bien dire qu'on a demandé à personne de payer 50 millions de francs. On a demandé aux potentiels candidats de nous démontrer leur capacité de réunir 50 millions de francs. Donc, si vous ne pouvez pas réunir 50 millions de francs, si vous ne pouvez pas faire le tour de vos quartiers, vos familles, vos connaissances, vos sympathisants, et lever 50 millions de francs, vous ne pouvez pas prétendre gagner une élection présidentielle. Personne ne dit que ce n'était pas vos fonds propres. Vous avez Écoutez, eu des contributions, des apports, des soutiens. J'ai des centaines de personnes qui ont contribué, que j'aimerais d'ailleurs remercier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les remercier personnellement. J'ai mis une équipe sur place pour essayer de recenser
tous les dons que nous avons reçus pour y arriver. Mais beaucoup de gens ont contribué. J'ai attendu la tienne, elle n'est pas venue. J'ai même vérifié juste avant d'entrer dans les studios si tu avais contribué, mais je n'ai pas vu. Normal, je suis un peu déçu. C'est normal, je ne suis pas militant de votre parti. Ce ne sont pas les militants, en grande partie, ce ne sont pas les militants qui contribuent, c'est tous ceux qui veulent un meilleur Cameroun, comme toi. Et donc, tu aurais pu donner, il y a des gens qui ont donné 1000 francs. Ma contribution viendra dans l'urne. Pour le candidat que j'aurais choisi pour un meilleur Cameroun. Donc, ce n'est pas encore garanti. Mais il y a une chose qu'il faut aussi savoir, mon cher Dipita, c'est que si quelqu'un contribue pour votre campagne, vous pouvez déjà être sûr de sa voix. Absolument. Et si quelqu'un refuse de contribuer, c'est qu'il ne croit pas en vous. Absolument. Dans tout compte fait, je ne dévoilerai pas mon candidat. J'aimerais juste ajouter que pour octobre, nous allons faire un grand coup de cœur national pour pouvoir lever les fonds nécessaires, pour pouvoir être dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Cela a un coût et donc on compte sur tout le monde. Et je profite du fait que tu m'as lancé la perche pour parler aux Camerounaises et aux Camerounais que les contributions pour le congrès extraordinaire, c'est derrière nous. Maintenant, nous allons commencer à lever des fonds pour l'élection présidentielle. Je veux dire que ça devient j'ai fait d'une habitude, pratiquement tous les partis. Le MRC a des 6 milliards, je crois qu'au PCRN, on contribue aussi au RDPC, cette forme de contribution pour les élections présidentielles. Est-ce à dire que les partis politiques, dans le financement quotidien, dans le management, ce n'est pas une mince affaire? Écoutez, une élection présidentielle, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Sensiblement combien si on fait une évaluation? Ça dépend de l'approche que vous avez. Okay. Mais sachez que rien que pour vous mouvoir sur toute l'étendue du territoire, être présent dans tous les bureaux de vote, former ces agents électoraux, toute l'organisation, une équipe de campagne, c'est 300 personnes. Au bas mot, 300 personnes qui doivent nourrir leur famille, qui se battent jour et nuit pour y arriver. Donc, il est important de comprendre que tout ça, ça a un coût. Et ces coûts-là, il faut bien trouver l'argent quelque part pour pouvoir... Nous sommes un parti social-démocrate et nous ne pensons pas que nos financements doivent venir des forces étrangères ou alors des grandes puissances économiques. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus à l'aise avec des contributions de 500 francs, 1000 francs, etc. venant de nos sympathisants, parce que je ne veux pas me limiter aux militants, pour pouvoir nous permettre d'arriver au bout de la course. Voilà. Et vous savez, il n'y a personne qui a gagné une élection présidentielle dans le monde entier, sauf par coup d'État. Si vous gagnez une élection présidentielle de façon démocratique, c'est que beaucoup d'électeurs et tous ceux qui ne peuvent pas voter pour diverses raisons ont contribué de façon financière pour pouvoir financer votre campagne. Sinon, vous n'y arrivez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, sur l'organisation des élections en elle-même, vous n'avez eu de cesse toutes ces années de critiquer le système électoral. Vous avez d'ailleurs fait quelques propositions concrètes en la matière. Aujourd'hui, on repart à une autre élection en 2025. Êtes-vous confiant en ELECAM? Je veux dire, vous êtes décidé d'y aller. Avez-vous le sentiment ou la sérénité de ce que les choses vont se passer dans un climat de transparence, de sérénité, et qu'à l'issue, on pourra avoir le président que les Camerounais auront véritablement choisi? Alors, cela ne pourra pas arriver. Déjà, j'aimerais dire que je ne me permets pas, et je ne permets pas aux adhérents du SDF de critiquer le système électoral en année électorale. C'est une faute politique que personne ne devrait faire, en tout cas, tous ceux qui veulent avoir des résultats électoraux, on essaye d'améliorer le système électoral. Quand on arrive en année électorale, on met les critiques de côté, on se concentre sur le mauvais système pour y arriver. Maintenant, pourquoi est-ce que le système est mauvais? Par exemple, c'est que ça requiert des partis politiques d'être présents dans tous les bureaux de vote. Il y en aura plus ou moins 30 000 cette fois-ci. Sur les 30 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui sont mobilisées pour cela. C'est une énorme machine, on doit y arriver. Donc, vous allez pouvoir les mobiliser au SDF? Nous les mobilisons depuis presque 1 an déjà. Nous sommes aujourd'hui à 60-65%, je n'ai pas vu les derniers chiffres, on est en train d'avancer. Okay. On avance chaque jour. Mais j'aimerais juste dire, peut-être pour nuancer avec vos propos, c'est que nous ne sommes pas dans la logique de faire confiance à ELECAM. Nous sommes dans la logique
d'obliger l'ECAM de faire son travail. Et nous ne pouvons que le faire si nous sommes présents. Et si nous sommes présents dans tous les bureaux de vote, il n'y a absolument aucune raison que nous n'ayons pas les résultats que nous attendons, c'est-à-dire la victoire. Donc c'est par là que ça passe. Donc nous n'avons pas de problème aujourd'hui à dire changer ceci, changer cela, parce que si on change le code électoral aujourd'hui, le temps qu'on s'adapte, l'élection sera déjà derrière nous. Nous avons un code électoral qui n'est pas à qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais nous savons quels sont les déficits dans ces dispositions. Nous savons comment les contourner et nous engageons aujourd'hui pour le peuple camerounais à pouvoir les contourner pour faire en sorte que lors du vote en octobre, que les résultats qui sortent des urnes reflètent la volonté du peuple camerounais. C'est cela notre challenge aujourd'hui. Notre challenge de changer le code électoral sera repris après les élections municipales et législatives début 2026. Sur un autre volet, pensez-vous que le climat politique actuel... Mais je pense que vous devez aussi être, pardon si je vous interromps, je pense que vous devez aussi être rassuré que ce que nous allons faire après les municipales et les législatives, parce que elles vont suivre immédiatement après les régionales et les présidentielles. Donc ce qu'on va faire immédiatement après, nous serons déjà au pouvoir, donc nous aurons la liberté de le faire. Nous aurons au moins la liberté de mettre en action tout ce que nous avons demandé ces 20 dernières années. Sur le climat politique actuel, pour vous, permet-il une organisation d'une élection sereine? Le climat, je veux dire, on peut décrire quelques faits, difficultés pour vous, les partis politiques de l'opposition, d'organiser des manifestations ou des rencontres. C'est vrai que vous avez tenu votre congrès, mais je veux dire, au quotidien, ça se voit. On voit l'implication souvent du gouvernement au cœur des partis politiques, au PCRN, les militants sont devant la justice. Est-ce que ce climat politique favorise cette année une année électorale paisible, sereine? Je ne sais pas de quel climat politique vous parlez. Pour vous, tout va bien en ce moment. Tu fais peut-être preuve de jeunesse, mais ce n'est pas un défaut. Vous savez, quand vous êtes un jeune parti politique, venez voir ceux qui sont là depuis 35 ans. Ils vont vous dire comment ça se passe. Il y a 35 ans, j'avais vu. Peut-être pas si jeune que ça. Et si tu avais vu il y a 35 ans, tu n'aurais pas posé la question. Parce que nous avons gagné l'élection présidentielle en 92, organisée par le MINAT, et pas n'importe quel ministre, qui contrôlait les bureaux de vote, qui faisait les décomptes, qui signait les PV, et nous avons quand même réussi à gagner. Donc, il n'y a jamais un climat serein pour une élection. Jamais. Que ce soit dans les grandes démocraties ou les démocraties naissantes. Donc, il faut qu'on arrête avec... en 92, on nous tirait dessus. En 96, on tirait sur nous. En 97, on a eu des morts à l'élection. En 99, 2000, 2002, 2004, on nous tirait dessus. On tuait encore nos militants. Donc il faut qu'on arrête de faire croire qu'on est à la phase la plus critique de l'organisation des élections. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué justement parce que nous avons payé au SDF au prix de notre sang, que les membres de notre parti ont passé des années en prison, etc. On est où on est aujourd'hui. Une élection ne sera jamais, comme disent certains, voir bébé. C'est une élection, c'est une bataille. Il faut y aller, il faut être fort, il faut pouvoir sortir fortement. En 92, on avait oublié que gagner l'élection, c'est une chose, et sécuriser cette victoire en est une toute autre. Aujourd'hui, nous travaillons sur les deux fronts. Comprenez? Donc, moi, je refuse ce défaitisme de faire croire aux gens que l'environnement ou l'ambiance ne permet pas quand il y a une élection. Non. Le gouvernement en place ne va jamais améliorer la situation. Donc il faut y aller et il faut être plus fort. Et peut-être, j'aimerais même ajouter, on peut être plus fort si on est ensemble et si on arrête à se taper dessus. Être ensemble, justement, c'est l'une des options sur la table en termes de coalition des partis, même si on ne parle pas forcément de candidature unique, mais une candidature qui peut rassembler large. Êtes-vous lancé dans l'un de ces mouvements en ce moment? Avez-vous envisagé autour de vous de soit accompagner ceux qui ont déjà constitué un certain nombre de partis politiques autour d'eux, ou alors vous mettez-vous
en avant d'une coalition éventuelle et réunir d'autres partis politiques. Et plus loin, APC, ATP, de quel côté balancerait votre cœur éventuellement si vous êtes dans ce challenge-là? Écoute, ni vers l'un ni vers l'autre. Moi, je ne suis pas dans la logique d'amuser la galerie. Okay. Le SDF est un parti politique sérieux. Parce qu'eux, ils amusent la galerie? Le SDF est un parti politique sérieux. Okay. Nous faisons la politique de façon sérieuse et nous savons que l'annonce ne doit pas précéder les actions. Et si des gens pensent qu'en allant à la télévision faire des annonces pompeuses, faire croire aux Camerounais qu'il y a une alliance en place alors que nous savons très bien qu'il n'y a rien, ou alors si d'autres pensent que créer une alliance, c'est d'imposer un candidat sur les autres, ils n'ont rien compris à la chose. Mais j'aimerais aller plus loin. Un parti sérieux défend une ligne politique. Nous avons une idéologie. Nous sommes sociodémocrates. Nous sommes de centre-gauche. Et nous n'allons pas faire une coalition avec un parti d'extrême droite. Nous n'allons pas faire une coalition avec un parti d'extrême gauche. Nous avons nos positions. Nos positions sont claires. Et si un parti politique épouse ces solutions-là, nous les invitons à aller ensemble. Et puis peut-être nous pouvons désigner un mécanisme pour pouvoir trouver le porte-étendard de cette coalition-là. Mais ça ne se passe pas à l'inverse. Ce n'est pas une question d'homme, dit Pita. C'est une question de projet politique, c'est une question d'idéologie, de vision. Où est-ce qu'on veut amener ce pays? Si vous avez un parti dans l'opposition qui pense que le Cameroun n'est pas assez jacobin et vous avez un autre qui veut le fédéralisme, comment pouvez-vous vous attendre que ces deux puissent travailler ensemble? Imaginez-vous un gouvernement où la moitié des ministres sont jacobins et l'autre moitié sont fédéralistes. Comment ce gouvernement peut travailler ensemble? C'est impossible. Ça serait une catastrophe pour ce pays. Donc, ce que nous avons fait, et ce qui va de soi, c'est que nous avons réuni des partis de gauche dans un front de gauche. Ce front de gauche existe. Si vers l'élection présidentielle, ce front de gauche veut soutenir un candidat, plutôt que 2 ou 3, vous serez informés. Mais ce front de gauche existe et il est puissant. Et pourquoi est-ce qu'il est puissant? Parce que tous ces partis regardent dans la même direction. Nous avons mis sur pied, avec 11 des 13 centrales syndicales, le CALAMO, le Cameroun Labour Movement, un mouvement puissant qui va dans la même direction parce que nous sommes le parti travailliste au Cameroun. Nous défendons dans notre ADN le droit des travailleurs. Et donc, il était tout à fait normal en tant que parti travailliste, parti de centre-gauche, d'être la voix politique des syndicats. C'est ce que nous avons fait. Vous voulez encore quelle coalition? Ça, c'est la coalition la plus puissante qu'il y a sur la place publique aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas d'une coalition de personnes, mais d'une coalition de mouvements. Et nous sommes confortables à ce niveau-là. Nous allons dans ce sens-là et nous savons que c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Vous savez, s'il fallait parler de personnes, on serait toujours dans des petites querelles. Mais nous savons exactement, nous sommes passés par là en 2004. Nous sommes passés par là avant. Et nous savons très bien que pour se mettre ensemble, il faut mutualiser les forces et non les diluer. Et quand vous mettez des individus les uns avec les autres, sans leur mouvement, ou alors qui n'ont même pas de mouvement, ce que vous faites, c'est juste diluer ces forces-là. Mon cher ami de l'un de ces mouvements, je ne sais même plus comment il s'appelle, est venu me voir pour qu'on rejoigne le mouvement. Je lui ai dit... Olivier Billet, Jean-Michel Nithieu. Le président Olivier Billet. Et je lui ai dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, vraiment, et je suis sincère, viens me dire combien d'agents électoraux tu as dans 2 mois. Je lui ai donné jusqu'en septembre, on ne s'est malheureusement pas revu depuis lors. Je lui ai dit, tu reviens me voir en septembre avec le nombre d'agents électoraux que tu as sur le terrain. Moi, je viens avec les miens, on les met sur la table, on sait qui est qui. Cette élection sera gagnée dans les urnes. Ce n'est pas la télévision. Donc moi, j'ai besoin d'être présent. OK? Monsieur Olivier Billet, si tu es présent dans 30 000 bureaux de vote et moi, je suis présent dans 29 000 bureaux de vote, il va de soi que je te soutiens parce que tu es beaucoup plus fort là où l'élection se gagne. OK? Et il n'est malheureusement pas revenu. Donc, j'aimerais juste dire qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que de s'asseoir et de penser à un candidat unique. Le candidat unique est une construction des tout-dits. C'est eux qui veulent faire croire aux gens que déjà, ils font croire une première chose, que l'opposition est un bloc.
ce qui n'est pas le cas. Le fait d'être dans l'opposition n'est qu'un statut, parce que dans quelques mois, nous serons au pouvoir, donc nous ne serons même plus opposants. Mais ils font croire que si l'opposition ne s'unit pas, l'opposition ne peut pas gagner. Tout simplement pour que si jamais il y a des fraudes de grande ampleur, ils vont dire oui, on a fraudé, bon, il y a eu des problèmes, mais le résultat n'est pas en nature, de changer le vote, machin, et puis de toute façon, ils n'étaient pas ensemble. S'ils étaient ensemble, ils pourraient prétendre à une victoire. Non, on peut gagner aussi tout seul si on fait son travail. Je pense que vous avez vu partout en Afrique où des partis politiques forts, bien implantés sur toute l'étendue du territoire, ont pu gagner, non pas nécessairement gagner. Certes, d'autres partis viennent vous aider à faire ce travail, mais ce n'est pas à travers le mécanisme du candidat unique que vous gagnez. Et il y a beaucoup d'autres partis qui sont avec le SDF aujourd'hui, qui nous ont promis qu'ils vont nous aider lors de l'élection présidentielle là. Et ça, c'est une coalition, pour moi, à mes yeux, beaucoup plus forte que le fait de mettre 3 candidats ensemble et puis de choisir un au hasard ou sur d'autres critères. D'accord. Les valeurs du SDF et votre programme de gouvernance défendent le principe de pouvoir au peuple. Tout à fait. Fondamentalement. Alors, comment envisagez-vous redonner aux citoyens, une fois élus, ou qui c'est peut-être avant, ce pouvoir au peuple? Je veux dire, est-ce un slogan? Est-ce concrètement, comment ça se manifeste? Alors, merci pour cette question, parce qu'elle est très importante à mes yeux. Je veux répondre à l'inverse, c'est-à-dire je commençais à la fin. Le fédéralisme est le projet de base de la refonte de notre contrat social pour le Cameroun. Et qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? Parce que les officines de Yaoundé ont passé beaucoup de temps à essayer de casser cette option qui, à mes yeux, et aux yeux de tous ceux qui font partie de ce parti, ce très grand parti, le SDF, est la seule solution pour redessiner notre contrat social pour que les Camerounais redeviennent véritablement Camerounais. Le fédéralisme n'a rien à voir avec la géographie. Le fédéralisme n'a rien à voir avec combien d'États fédérés ou combien de régions fédérées ou combien de provinces. Ça n'a même rien à voir avec comment on appelle ces entités. On peut leur donner le nom qu'on veut. Et d'ailleurs, j'aimerais dire ici que la forme de ce découpage pourra être décidée par le peuple camerounais. Le fédéralisme, il s'agit, pour le dire en langage très simple, de l'argent de ce pays. Et nous le voulons sur 3 tiers. C'est-à-dire que tout l'argent du pays va au niveau de la commune. Nos mairies sont les institutions les mieux outillées pour développer nos contrées. Personne n'est plus proche des populations et ne sait mieux ce dont les populations ont besoin que nos mairies. Et donc, il faut que tout aille au niveau des mairies, au niveau des communes. Et on instaure un système de subsidiarité qui fait en sorte que uniquement ce qui ne peut pas être fait par la commune est fait par ce que nous appelons aujourd'hui les régions. Vous pouvez changer le nom, les garder, ça ne change rien. Et ce principe de subsidiarité veut que, par exemple, nous ne pouvons pas envisager, je pense que ça ne serait pas honnête de l'envisager, que chaque commune ait une université. On n'a pas besoin de 360 universités au Cameroun, en tout cas d'universités d'État. Donc on peut imaginer que l'enseignement supérieur soit au niveau de la région. Parce qu'on s'imagine très bien 10 régions avec 10 universités ou 20 universités, 2 par région. Okay. Donc ce principe de subsidiarité fait en sorte que l'éducation de base, secondaire, technique, formation professionnelle, le reste au niveau de la commune et que par exemple au niveau de l'éducation, l'enseignement supérieur va au niveau de la région. Okay. Et ce principe de subsidiarité continue au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau national à Yaoundé, pour dire qu'au niveau de la nation, ce qui se passe là-bas, je reste dans l'éducation nationale, ça sera par exemple le curriculum national, le calendrier des vacances, l'inspection générale, etc., etc., pour s'assurer que toutes les régions et toutes les communes donnent le même niveau d'éducation aux Camerounaises et aux Camerounais. Mais
Au fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent de l'éducation de base et de l'éducation secondaire et technique va au niveau des communes. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout est décidé à Yaoundé. Au fait, monsieur le député, vous êtes chef de village. L'enseignant de la maternelle de votre village, c'est décidé de façon directe ou indirecte par le ministre de l'Éducation de base, pas par vous. Donc vous n'avez même aucune mainmise sur les résultats. Ce qui fait qu'une école fonctionne ou une école ne fonctionne pas, les enseignants ne sont pas touchés. C'est-à-dire qu'un directeur d'un CES qui a eu 0 au BEPC, un directeur d'un CES qui a eu 100% au BEPC, vous allez voir que des fois, celui qui a eu 0 sera promu plus facilement que celui qui a eu 100%. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent les décisions sont loin des réalités sur le terrain. Et c'est pour cela qu'il faut absolument remettre le pouvoir au peuple. Power to the people. Le pouvoir au peuple veut dire remettre tout le pouvoir au niveau de la base. Et ce n'est que ce que la base ne peut pas faire qui monte un plan plus loin, ainsi de suite. Et au niveau national, certainement, il y a tout ce qui doit être national, les frontières, la diplomatie, l'armée, la monnaie, les finances nationales, etc. Et pour que ça marche, juste pour finir, le fédéralisme a besoin d'un système d'équalisation qui fait en sorte que dans la constitution du pays est inscrit un coefficient, ou je peux dire une façon de calculer pour savoir ce que chaque commune et chaque région a droit à avoir dans le budget. Et ça ne peut pas être changé du jour au lendemain par le président de la République ou le Premier ministre. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Donc vous savez que par rapport à votre niveau de développement, votre population, votre taille, ceci, cela, vous avez droit à telle part du gâteau national. Et ensuite, vous avez droit à lever telle taxe de façon locale, et les restes des taxes, c'est des taxes nationales qui sont redistribuées, etc., etc. Donc tout cela fait en sorte que les entités peuvent travailler avec une vision beaucoup plus large, parce qu'aujourd'hui, une commune est bloquée sur une année, parce que les dispositions peuvent changer pour l'année prochaine, donc ils ne savent même pas quel est le budget qui sera le leur l'année prochaine, etc. Or, dans ce système-là, vous avez une visibilité à long terme, premièrement. Deuxièmement, vous avez des garanties. Et troisièmement, vous avez un résultat, une obligation de résultat. Parce que si vous n'avez pas les résultats attendus de vos populations, mais aux prochaines élections, on vous met de côté, on prend quelqu'un d'autre pour avancer. Vous voyez? Et surtout, dans ce système, pour que le pouvoir soit véritablement réservé au peuple, il faudrait que le peuple puisse voter, et ce sont les dispositions que nous voulons changer dans le code électoral, que le peuple puisse librement choisir son maire. Le problème, aujourd'hui, on parle des problèmes dans nos villes. Les populations de Yaoundé n'ont pas choisi le maire de Yaoundé, les populations de Douala n'ont pas choisi le maire de Douala, ils ont choisi une liste. Et dans la liste, il y a quelqu'un qui a nommé un maire. En quelque sorte, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une nomination indirecte. Or, ce que les populations veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui est responsable, quelqu'un sur qui ils peuvent tirer si ça ne marche pas et qui peuvent féliciter si ça marche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce que nous appelons pouvoir au peuple. Dans le plan Sauver le Cameroun, en 5 ans, vous proposez 16 mesures de rupture dans le premier jour. Quelles sont les 3 plus urgentes à mettre en œuvre immédiatement? Si vous êtes président, ce soir, les résultats à 20 h, à la première heure, demain matin, quelles sont les premières mesures, les 3, que prendrait Joshua aussi, président du Cameroun? Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Le premier jour, ce n'est pas après les résultats. Le premier jour, c'est après la prestation de serment. La prestation de serment. Absolument. Donc, en sortant de la prestation de serment, vous pouvez tout de suite aller au bureau et signer le décret, parce qu'à ce moment-là, vous êtes déjà habilité à le faire. Donc, j'aimerais juste dire que si on a mis 16 mesures urgentes à prendre dès le premier jour, c'est parce que ces mesures sont toutes urgentes. Il n'y a pas une qui est plus urgente que l'autre. Donc je dirais comme ça au pif, je réduirais la taille du gouvernement immédiatement. Et, un gouvernement d'environ combien de membres? Ça dépend justement, parce que vous savez, les coalitions et les alliances
se font après une élection, pas souvent avant. Donc vous avez besoin d'une large majorité pour bien gouverner confortablement. Donc ça dépend de cela. Si quelqu'un vient vous dire qu'il aura un gouvernement de 20 ministres, il est en train de mentir parce qu'il ne sait pas quels seront les résultats. Mais la certitude que vous avez, vous réduirez ce qu'on a comme nombre absolu. Bien sûr, il ne faut pas plus que 30. D'accord. Voilà. Au moins, si le SDF a des résultats au-delà de 51% pour gouverner ce pays, on aura une vingtaine de ministres. Si maintenant on est à moins de 51% et on doit composer avec d'autres, on aura peut-être une trentaine. Des ministres populaires à vos partenaires pour être efficace véritablement. Si vous devez gouverner ensemble, il faut bien partager. Et pour partager, il faut que la taille du gâteau soit un peu plus gros. Ce n'est pas pour plaire, c'est pour travailler plus efficacement. Vous savez, par exemple, vous pouvez être dans une situation, quand vous gouvernez seul, vous n'avez pas besoin de 2 ministères pour l'éducation nationale. Donc, vous n'avez pas besoin de 11 ministères pour toucher à l'agriculture. Donc, vous pouvez compresser tout cela en un. Mais maintenant, si vous gouvernez à 2 ou à 3 et que vous êtes dans une alliance, vous pouvez dire, OK, vous voulez absolument l'éducation, nous aussi on veut absolument l'éducation, donc on vous donne l'éducation ou l'enseignement supérieur, nous on garde la formation professionnelle, etc. Donc, ce sont des choses qui se passent ailleurs dans les démocraties, c'est pas moi qui l'invente. Mais c'était le premier et tu voulais déjà partir plus loin. Le deuxième, je dirais, c'est la déclaration du patrimoine sur l'article 66, qui à mes yeux est très important et je prendrai la décision tout de suite. Je donnerai 24 heures à tous ceux qui sont nommés et à tous ceux qui sont dans les postes de responsabilité dans la fonction publique. Ils auront 24 heures pour déclarer leur patrimoine auprès de la Chambre des comptes ou bien du Conseil constitutionnel selon le cas. Et s'ils ne le sont pas, au bout de 24 heures, ils perdent leur poste. En 100 jours, vous vous engagez également à mettre fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quel est votre plan précis pour y parvenir? Écoutez, je ne vais pas parler de plan précis parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'aucun parti politique ne connaît mieux le nord-ouest et le sud-ouest. Je crois que vous-même l'avez dit dans cette émission, que le SDF. Et donc, nous avons une responsabilité de ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous savons que pour régler la crise, il faut d'abord un retour à la paix et ensuite prendre des dispositions pour pouvoir revenir à ce fameux contrat social que tout le monde réclame. Nous savons que dans le nord-ouest et le sud-ouest, on réclame des dispositions fédérales. C'est déjà dans notre agenda. Donc on ne revient pas dessus, mais dans les 100 jours, il faut absolument prendre des mesures qui peuvent construire la confiance. Vous savez, quand vous allez vers la paix, vous parlez à votre ennemi, vous ne parlez pas à un ami. Si c'était votre ami, vous ne serez pas en guerre. Donc il faut construire la confiance avec ces ennemis-là. Et pour la construire, il faut prendre certaines mesures. On a toute une liste de mesures qu'on propose dans notre programme. Ceux qui verront le programme pourront... Armistice pour ceux qui ont combattu. Je veux dire, quelles pourraient être ces mesures? Nous pensons déjà, premièrement, nous n'avons pas dit armistice, nous pensons premièrement qu'il faudrait libérer les prisonniers politiques qui n'ont pas du sang sur la main. D'accord. Immédiatement pouvoir les libérer. Il faudrait réaménager les peines des leaders. Parce que vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui sont enchaînés. Joshua aussi, président de la République, ne se voit pas en train d'échanger à table avec un prisonnier enchaîné. Donc il faut réaménager ces peines-là pour pouvoir discuter avec eux. C'est le prix à payer pour revenir à la paix. Vous savez, cette guerre coûte à peu près, ça coûte à peu près 12 à 18% de notre croissance, ce qui veut dire qu'elle nous plombe. Donc il y a un prix à payer pour sortir et déjà, il faut revenir vers la paix. Et cette paix est possible parce que tout le monde la veut. Juste, il faut ouvrir un dialogue. Donc il y a beaucoup d'autres choses que nous avons proposées, mais je pense que ces premières mesures, ouvrir des pourparlers, sortir les gens de prison qui n'ont pas du sang sur la main. Ensuite, dans les pourparlers, on pourra parler des restes. Ouvrir des couloirs pour faire sortir les combattants, les sécessionnistes de façon sécurisée, parce que c'est un des gros problèmes qu'ils disent. Et j'aimerais juste dire, Dipita,
ces propositions viennent du fait qu'on a consulté. On a consulté largement. Et les forces de maintien de l'ordre et de défense et ceux qui représentent les sécessionnistes, etc. On a discuté avec tout le monde et on a, par exemple, au niveau de nos forces armées, il faut avec urgence, en tout cas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, décloisonner les forces de défense. On ne peut plus continuer comme ça, avec plusieurs armées. C'est une des brèches dans lesquelles les sécessionnistes... Même si la situation n'est pas véritablement sous contrôle, stabilisée. Mais pour la stabiliser, il faut être fort. Vous ne pouvez pas être faible et stabilisé. Et aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nos forces armées sont cloisonnées. Il y a plusieurs forces armées. Donc il faut décloisonner tout ça, du moins dans le nord-ouest et le sud-ouest, avant de trouver une solution nationale. Vous savez, quand la gendarmerie va à gauche et le BIR va à droite et l'armée de terre va tout droit et puis on utilise l'armée de l'air pour avoir l'information, ça va dans tous les sens. En plus, on ne fait pas confiance à l'administration qui est censée être les patrons de toutes ces forces sur le terrain. On voit très bien que c'est une brèche dans laquelle les sécessionnistes sont entrés depuis fort longtemps pour causer des dégâts énormes à nos forces de défense. Et il faut arrêter cela. Donc, il y a plusieurs mesures qu'il faut prendre, des mesures urgentes pour arriver à la paix, c'est-à-dire à la fin de la violence. Maintenant, pour que ce soit une paix durable, nous pensons qu'il faut prendre 3 ans pour discuter avec tout le Cameroun et arriver à une conférence constitutionnelle qui propose une nouvelle constitution que nous tablons devant le peuple camerounais en forme de référendum constitutionnel. Et nous pensons qu'en 3 ans, nous pouvons y arriver. Et ensuite, le reste du mandat de 4 ans sera pour l'implémenter. C'est-à-dire que nous souhaitons que la nouvelle constitution sera fédérale et qu'ensuite, on aura besoin de 4 ans pour pouvoir passer de l'hyper-présidentialisme, de ce jacobinisme que nous vivons aujourd'hui, vers le pouvoir au peuple, le fédéralisme. Quelles mesures pour les leaders qui sont par exemple en diaspora à l'étranger, à Yabasho, Cristiano, Borebet, pour ne citer que ceux-là, qui pour certains d'ailleurs font déjà face à la justice des pays dans lesquels ils sont en ce moment en résidence ou où ils vivent. Est-ce qu'il y a une perche spéciale? Est-ce qu'il y a un message de dialogue spécifique pour cela? Vous savez, il n'y a pas de paix possible sans justice. C'est impossible. Donc tout comme au début de cette émission, quand nous parlions d'Ernest Ouandié, où mon souhait était qu'il y ait une sorte de dualité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une impunité. C'est la même chose avec tous ces gens-là. Mais maintenant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Moi, je parle de président de la République. Je ne peux que contrôler ce qui se passe dans ma République. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe en Norvège. Je peux lancer des plaidoyers. Je peux discuter de façon diplomatique avec ces pays, mais ce que je peux contrôler, où je peux vous garantir des résultats, c'est sur ce qui se passe au sein de la République du Cameroun. Et ça, je peux vous dire que j'ai la volonté de bousculer pour arriver à la cessation de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, et j'irai même plus loin. Comment pouvez-vous faire arrêter la violence depuis un bureau à Yaoundé? C'est impossible. Il faut aller sur le terrain, rencontrer. Moi, président de la République, j'irai dans le nord-ouest, j'irai dans le sud-ouest, dès que possible, pour mettre fin à cette violence inouïe. Et il faut un président de la République courageux, capable d'y aller, et pas d'y aller avec 2000 militaires autour, parce que là, on n'apporte pas... Mais tendre la plante de la paix et dire aux gens, on s'est assez entretués entre nous, arrêtons, parlons-nous, avançons. Dans la même mouvance, vous promettez en 1 an de restaurer la dignité des populations du Grand Nord. Bien sûr. Comment? Mais, premièrement, je pense que la marginalisation que nous voyons dans le nord-ouest et le sud-ouest existe sous une autre forme et peut-être même plus aiguë dans ce que j'appelle le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Et je pense qu'elle a commencé le 7 avril, au lendemain du 6 avril 1984 et jusqu'aujourd'hui. Et tout le monde prétend un peu de ne pas voir ce qui se passe avec les populations. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faut un véritable plan Marshall pour ramener ces populations dans la dignité. Parce qu'on les a enlevées de leur dignité. Vous savez, quand une partie du pays vit à l'écart du reste et que c'est presque à dessein, c'est presque normal. Tout le monde se dit, mais vous savez, quand quelque chose arrive,
vous avez l'impression de voir dans le regard des autres Camerounais que, mais attendez, vous avez bien dit que c'est au nord, donc c'est normal. Vous savez, Boko Haram, malheureusement, avec toutes ces atrocités, c'est devenu des statistiques. Il y a eu 2 morts, il y a eu 10 morts, il y a eu 12 morts, il y a eu 15 enlèvements, il y a eu ceci. On ne pense plus que ce sont des êtres humains. Et ça vient du fait que par dessein, on a étouffé la dignité de ces populations-là. Donc il est urgent, si on veut l'unité nationale, si on veut avoir un seul pays, il ne faut laisser aucun Camerounais derrière. Donc il faut ramener ces populations-là dans la dignité. Comment est-ce qu'on le fait? Quand vous avez une population tout entière, je vous donne l'exemple, par exemple, des politiques publiques camerounaises. Aujourd'hui, je crois que le total de production d'énergie électrique au nord, c'est à peu près 3% de la puissance installée nationale. Or, c'est 20% de la population. Ce n'est pas à dessein, ça. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un schéma, dans la même énergie électrique, d'un réseau interconnecté nord et un réseau interconnecté sud, alors que nous sommes un seul pays. Cela veut dire que quand le lac de tombe en panne, 3 régions sont dans le noir. Or, quand Sanloulou tombe en panne, le reste du pays vit toujours. Qu'est-ce que ça nous coûte à mettre ces 2 réseaux interconnectés ensemble? Qu'est-ce que ça nous coûte de ramener toutes ces populations dans la dignité? Aujourd'hui, quand vous regardez les problèmes dont nous faisons face, l'extrême pauvreté, la malnutrition, la famine, les inondations, etc., sont concentrés dans une seule région. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulnérables et parce qu'ils sont exposés, parce qu'ils ont été négligés pendant bien trop longtemps. Et c'est ce qu'il faut corriger. Et nous pensons qu'en une année, nous pouvons arriver à corriger ces différences-là. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, nous ne prétendons pas vouloir remettre le Grand Nord au niveau du reste du pays. Mais nous voulons que ce chantier soit entièrement mis en place en un an. Parce qu'une fois que le chantier est là, vous savez, quand vous construisez une maison, vous êtes aussi content que quand la maison est finie. Donc nous voulons mettre ce chantier en place pour ramener ces populations que je connais très bien, que je connais même trop bien, parce que j'ai eu la chance de pouvoir passer une partie de ma vie là-bas. Et donc je sais que c'est des personnes dignes et qui n'ont que besoin de cette dignité. Et c'est pour cela qu'il faut le faire. Et nous avons pensé que c'est très très important pour nous. En un mandat, vous souhaitez transformer l'économie camerounaise. Il y a 9 grands chantiers et la réforme fiscale. Donc, votre programme propose pratiquement, je veux dire, vous avez des propositions sur le plan économique. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Les réformes fondamentales économiques qui peuvent transformer le Cameroun en 40 jours. En 40 jours? Pourquoi 40 jours? Je ne comprends pas. Les 40 premiers jours. Bon, c'est un chiffre, on peut aller à 100. On peut aller à 100. J'aimerais juste dire que si nous disons que nous transformons, pour transformer un mandat, pour transformer la situation socio-économique du Cameroun, ce que nous voulons dire, c'est que nous n'allons pas... Vous savez, très souvent, les partis politiques proposent des transitions. D'accord. Nous pensons que c'est maladroit. Parce que quand vous proposez une transition, au fait, tout s'arrête et tout se focalise sur cette transition. And then what? Donc, il faut que les gens continuent à vivre, il faut que les choses soient faites, il faut qu'on améliore le quotidien des uns et des autres. Et c'est pour ça que nous disons que pendant tout le mandat, ce que nous nous concentrons sur la transformation socio-économique du pays, et en marge de cela, nous amenons la refonte des institutions en 3 ans, la mise en place en 4 ans, le plan pour le Grand Nord en 1 an, le premier jour nous avons des mesures, etc. C'est juste pour dire que pendant tout le mandat, nous avons un plan tout à fait normal. D'accord. Que nous allons poursuivre et qui va nous permettre de transformer ce pays. Nous savons par exemple aujourd'hui qu'il faut lever près de 6 millions de personnes de la pauvreté absolue. Et pour cela, nous pensons à la bourse familiale. J'ai beaucoup travaillé avec le président Lula au Brésil. C'était sa plus grosse réussite et c'est pour cela qu'il est revenu. Et je suis allé visiter ce qu'ils font, j'ai discuté avec les responsables. C'est un truc exceptionnel. Et nous pensons que cette bourse familiale pourra changer
la face du Cameroun en très peu de temps. En quelques mots, ça consiste en quoi? La bourse familiale, aujourd'hui, vous avez des centaines de milliards qui sont injectés dans les filets sociaux. Au fait, ce sont des ministres qui décident à qui donnent combien et machin. Et puis, on voit très bien, on a donné 400 milliards pour que le Cameroun ait du riz, mais le gouvernement était obligé d'aller vendre des sacs de riz à 15 000 francs, à faire concurrence aux propres projets qu'eux-mêmes ils ont lancés pour produire du riz. Donc, tout cela ne marche pas. Pour faire marcher, comment dirais-je, pour sortir les plus pauvres de là où ils sont, de leur précarité, il faut pouvoir non seulement mettre en place un système inclusif où on n'y adhère pas parce qu'on connaît quelqu'un, mais parce qu'on sait à quelle porte cogner et on va vers vous, mais surtout où c'est fait de façon digne. C'est-à-dire que la bourse familiale vise des familles, déjà pour commencer, des familles dans des situations de précarité. Nous savons aujourd'hui que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 800 francs, 813 francs par jour. Donc nous avons 10 millions de Camerounais que nous pouvons trouver. En les regroupant en familles, ça va faire, nous pensons, à peu près 6 millions de familles que nous pouvons, comment dirais-je, épauler, soutenir pour les permettre de sortir du cercle vicieux de la précarité. Donc, il faut, par exemple, pour rentrer dans cette bourse, à l'exemple brésilien, il faut faire le suivi médical des enfants. Il faut que les enfants aient des résultats scolaires, sinon vous sortez du système. Il faut que vous-même, vous devez être à jour de toutes vos obligations civiques. Donc, vous devez être connu de l'État, vous devez, sinon on ne saurait pas comment vous donner. On vous aide à vous bancariser, donc vous devez avoir un compte dans une microfinance, vous devez suivre certains cours, par exemple la tenue de la comptabilité, etc. Ou si vous êtes agriculteur, des cours dans des petits modules de 1-2 jours. Vous devez participer à tout cela pour vous permettre de faire partie de cette bourse familiale, qui est un montant qui est alloué. Aujourd'hui, nous jetons par la fenêtre 105 milliards de francs, on dit des filets sociaux pour des jeunes. On pourrait mieux faire de donner ces 105 milliards à autant de millions de familles à raison de 30, 40, 50 000 francs par mois pour les aider à subvenir à leurs besoins. Maintenant, quand vous êtes dans cette bourse familiale, il n'y a pas nécessairement tout qui est donné de façon cash. Et j'aimerais dire, là où la bourse familiale a bien réussi au Brésil, et ce que j'aimerais apporté au Cameroun, c'est que le montant est reversé à la maman de la maison. C'est pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de contrôle sur cet argent que, comme on dit au quartier, que l'argent ne finisse pas dans un bar. Et surtout, il y a une grosse partie de ce montant qui est donné en bons pour. Justement, des bons pour des cours, des bons pour le dispensaire du coin, des bons pour des médicaments, des bons pour des intrants agricoles, des bons pour... vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Donc, on arrive à structurer des familles et surtout, on est dans un programme où ces familles doivent sortir de cette précarité sur une période. Donc, si les enfants vont à l'école, la santé est au rendez-vous et s'ils sont dans l'agriculture... leur exploitation familiale est structurée avec l'aide de l'État. Le but, c'est de sortir de la précarité au bout de peut-être 5 ans pour inviter d'autres qui seraient malheureusement dans la précarité de prendre leur place et de les sortir aussi. Donc c'est un programme qui a beaucoup réussi. Au Brésil, ils ont réussi à sortir en un mandat 30 millions de personnes de la pauvreté. Donc je suis assez confiant qu'en un mandat, nous pouvons sortir au moins 6 millions des 10 millions de Camerounais qui vivent sous la barre des 800 francs CFA par jour de cet état-là. Encore 2 ou 3 questions avant de sortir de l'émission, on y est presque. D'abord, toujours en économie, en ce moment, on se plaint beaucoup de la pression fiscale, même si le gouvernement parle d'un élargissement de l'assiette fiscale. Mais je veux dire que les contribuables se sentent vraiment asphyxiés au regard des contributions qui sont sollicitées des pouvoirs publics. Première chose. De l'autre côté, c'est également cette volonté ou cette difficulté des pouvoirs publics actuels à transformer notre économie et aller vers l'industrialisation. Ces 2 éléments-là, le SIF, que propose-t-il? Alors, dans le premier élément, j'aimerais être très clair là-dessus.
le fisc, en fait, l'impôt est payé sur du bénéfice. Au Cameroun, on a retourné, en fait, le Cameroun étant dans l'incapacité de créer un environnement propice pour que les entreprises aient un bénéfice conséquent, on a créé deux choses. On a mis sur pied une prédistribution, c'est-à-dire on a mis sur pied un impôt auprès du consommateur qui est appelé la TVA, et on a mis sur pied à nouveau un impôt forfaitaire qu'on appelle l'IS de 2,2%. Cela veut dire qu'au fait, pratiquement tout l'impôt du Cameroun vient de ces deux pôles-là. Et ces pôles sont des pôles de pression sur les entrepreneurs et sur les consommateurs. Et sur les entrepreneurs d'ailleurs aussi, parce que ça rend leurs produits beaucoup plus chers sur le marché. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi tout cela existe au Cameroun? Mais c'est parce qu'il y a une malgouvernance profonde. C'est parce qu'il y a la corruption est omniprésente. Quand les gens vous disent qu'il y a une pression fiscale, mais la moitié de cette pression ne vient pas du fait qu'on vous demande de payer ce que vous devez payer, ou même plus, 80% ne vient pas du fait parce qu'on vous demande de payer ce que vous devez à l'État, ça vient du fait qu'on vous met sous pression pour extorquer de l'argent. Vous voyez bien dans quelle opulence tous ces inspecteurs des impôts vivent, ou des inspecteurs des douanes, etc. Donc c'est là le véritable problème. Vous savez, au Cameroun, nous avons une économie semblable à celle de la Côte d'Ivoire. Mais il faut vous poser les bonnes questions. Quand je vois les gens comparer les autoroutes en Côte d'Ivoire à celles du Cameroun et les immeubles en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, à Douala ou à Yaoundé, mais je rigole. Il faut comparer les vrais chiffres. Nous avons une économie comparable. Okay? Regardez le PIB de la Côte d'Ivoire, regardez le PIB du Cameroun. Regardez le budget du gouvernement ivoirien et celui du Cameroun. Le budget du gouvernement ivoirien est le double du budget du gouvernement du Cameroun. Donc cela veut dire que le gouvernement ivoirien a 2 fois plus de moyens pour développer son pays. Et c'est parce qu'ils ont la capacité de capter les ressources fiscales sans asphyxier l'économie, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Moi, je suis moi-même entrepreneur, je le vis tous les jours. Donc il faut comprendre que nous ne pouvons pas développer notre pays si nous n'arrivons pas à apporter des réformes fiscales qui font en sorte que notre pays aussi puisse avoir un budget de 15 000 ou 20 000 milliards tout en laissant éclore ou laissant croître l'économie et d'ailleurs nos entreprises privées. Et vous savez, l'autre problème qui se pose, que beaucoup de gens ne voient pas, mais qui est un problème profond, c'est qu'il y a une concurrence directe entre les fonctionnaires et le secteur privé. Vous savez, on est dans un des seuls pays où pour avoir une autorisation, on vous demande un business plan. Et quand vous déposez le plan d'affaires pour avoir votre autorisation, celui à qui vous avez déposé le plan d'affaires ouvre la même affaire que vous. Du moment, il n'est pas possible d'avoir un fonctionnaire qui est dans le privé. Il doit choisir. Vous comprenez, du moment où un fonctionnaire est actionnaire dans le privé ou est actif dans le privé, mais il doit quitter la fonction publique et laisser la place à quelqu'un qui a la neutralité nécessaire pour réguler le marché. Et ce sont autant de problèmes que nous avons. Et vous savez d'ailleurs, quand vous êtes dans un pays où les fonctionnaires sont plus riches que les entrepreneurs du privé, c'est qu'il y a un problème fondamental. D'accord. Et vous savez, les fonctionnaires sont censés vivre de l'impôt. Et quand on se plaint qu'on asphyxie les gens de l'impôt et que l'État n'a pas assez d'impôts pour développer le pays, il y a deux problèmes. Sur l'industrialisation de l'économie. Ça découle plus ou moins de la même réflexion. Okay. Vous ne pouvez pas avoir un pays prospère sans créer de la valeur ajoutée. On crée de la valeur ajoutée uniquement avec l'industrialisation. Aujourd'hui, le pays investit des centaines de milliards chaque année dans l'agriculture, zéro dans la transformation de cette agriculture. Et en plus, nous avons des dépenses fiscales, c'est-à-dire que nous subventionnons les importations pour tuer l'industrie existante. Vous savez, quand je regarde, j'ai eu un débat à l'Assemblée nationale quand on a voulu introduire les droits d'assises sur la bière. Je suis le député de certaines des plus grandes entreprises brassicoles et donc j'étais à ma place de les défendre parce que c'est des milliers d'emplois dans ma circonscription. Et j'ai dit que je n'acceptais pas qu'on mettait
un droit d'assise sur la bière au Cameroun, pas parce qu'il ne faut pas lutter contre l'alcoolisme, mais parce que c'était injuste. Parce qu'une des entreprises est la plus grosse, est le plus gros contribuable, pardon, est le plus grand contribuable du fisc camerounais. Donc nous ne devons pas fragiliser cette entreprise, nous devons plutôt la solidifier, premièrement. Deuxièmement, moi je ne vois pas en quoi vous aidez l'économie camerounaise en plaçant des droits d'assises sur la bière produite au Cameroun et en laissant les bières importées entrer comme vous voulez. Vous ne contrôlez même pas le marché, parce que la moitié de ces bières viennent par la frontière équato-guinéenne ou soit par Limbe depuis Malabo et personne ne le contrôle. Donc je me bats contre cela et je veux absolument que vous compreniez que nous devons industrialiser notre pays et pas fiscaliser les industriels. C'est deux choses complètement différentes. Nous devons protéger le Made in Cameroun. Et quand je dis le Made in Cameroun, ce n'est pas le manioc ou la banane plantain, c'est quelque chose qui a été transformé localement, que nous pouvons vendre dans le monde. Et si nous n'y arrivons pas, tous ces enfants que nous envoyons à l'école aujourd'hui n'auront jamais de travail demain. Et donc nous devons focaliser tous nos efforts sur l'industrialisation du pays. Et nous avons une chance immense, c'est que nous sommes dans la 3e industrialisation. Nous avons loupé la première, la deuxième. Mais cette 3e, nous n'avons pas le droit de la louper. Et donc, il faudra mettre tout ce que nous avons dès novembre 2025 pour pouvoir s'arrimer dans cette industrie du futur pour que le Cameroun demain devienne un acteur majeur et pas juste un passager dans un train qui s'égare de gare en gare, parce que c'est là où nous sommes. Nous devons transformer ce que nous produisons. Nous devons aussi transformer ce que nous ne produisons pas, c'est-à-dire nous devons importer des matières premières pour les transformer, parce que c'est dans la valeur ajoutée qu'on fait de l'argent. Je prends toujours cet exemple très clair sur le cacao et le chocolat. Le cacao, tout le monde danse que le cacao est monté jusqu'à 9 000 francs le kilo. Moi-même, j'ai hérité des plantations de mon père, refait des fermes de mon père, et on produit un tout petit peu de cacao, et donc j'étais content. Mais l'euphorie, ou bien le drame, c'est comme quand les gens applaudissent quand l'électricité revient, et personne ne pleure pourquoi on a d'abord coupé. L'euphorie, c'est quoi? C'est que au fait, le drame, c'est quoi? C'est que les gens célèbrent le prix du cacao à 9 000 francs. Or, si on transforme ce cacao, on le vendrait à 80 000 francs. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au fait, le paysan a la plus petite marge. Absolument. Okay? Et tout le reste se passe dans la transformation. C'est la même chose dans le bois. Vous voyez, on est dans un pays qui est un grand producteur de bois, mais pratiquement 100% de tous les meubles que nous avons dans tous nos ministères, pour parler que de la commande publique, sont importés de Chine. Même dans ce studio, en regardant, j'ai vu qu'il n'y a que des meubles importés, il n'y a pas de meubles locaux. Comprenez, ce sont des choses que nous devons changer. Nous devons nous industrialiser, parce que d'aucuns vont nous dire que oui, on ne trouve pas assez de meubles sur le marché, mais il faut investir là-dedans pour pouvoir non seulement consommer local, mais en plus vendre nos meubles dans le monde entier. Mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir d'entrer dans un hôtel, je ne sais pas moi, en Chine ou aux États-Unis, et qu'on me dise à la réception, ah tiens, nos lits ont été fabriqués à Yaoundé ou à Ebolova. Deux dernières questions, on revient en politique. D'abord, seriez-vous prêt éventuellement, si le président Paul Biya remporte à nouveau l'élection en 2025, à accepter les résultats? Mais écoutez, je suis un démocrate, et que si je n'ai pas la preuve du contraire, et que si le président Paul Biya gagne cette élection, ce que je ne pense pas, je le féliciterai. Mais j'aimerais que vous posiez la même question au candidat Biya quand il le sera. Est-ce qu'il est prêt à reconnaître Joshua aussi comme vainqueur? Parce qu'il faut que ce soit réciproque. Il ne faut pas que l'attendre venant de moi. Vous êtes député, portez notre voix à l'Assemblée nationale, demandez que le président reçoive la presse privée en interview, en entretien, comme vous le faites là. Plaidez pour nous. Cela ne fait pas partie des dispositions constitutionnelles réservées aux compétences. Vous voyez bien la marge de manœuvre étroite que nous avons. Pour terminer. Parce que si on l'avait évidemment en face, on lui reposait la question. Vous savez, vous le défendez assez bien. Donc, et en longueur d'année. Donc, je pense que tôt ou tard, il va vous recevoir. Peut-être en novembre, il sera beaucoup plus libre pour vous recevoir. On ne défend pas, on présente essentiellement les faits. Alors, pour terminer, il y a également j'ai failli dire cette polémique, cette question autour de la candidature de Maurice Kamto qui semble être singulière.
n'a pas pris part aux élections locales, donc son parti n'a pas d'élu, selon les pouvoirs publics qui disent qu'il faut absolument un élu. Il semble être porté par... C'est pas les pouvoirs publics, c'est la loi. Voilà. Il semble être porté par un certain nombre de partis qui présenteraient des élus. Là également, il faut pouvoir le vérifier. Pour vous, je pense qu'on n'a pas besoin de vérifier si un parti a des élus ou pas. Hein. C'est assez clair. Cette polémique a-t-elle lieu fondamentalement? Vous croyez que, comme tout dans ces conditions, pourrait-il véritablement être candidat au regard de la loi? Je ne suis pas compétent pour parler pour lui. Je ne suis ni son porte-parole, ni son profondeur. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé pratiquement une année à travailler ensemble sur le code électoral. On a beaucoup échangé. Je dois avouer qu'on n'est pas proches, donc, mais on se respecte mutuellement. Je pense qu'il faudrait, d'une certaine façon, laisser la place à tous ceux qui veulent compétir pour que les Camerounais décident. Mais il est clair que si la loi dit que vous ne pouvez pas être candidat sans élu et que vous devez avoir 300 signatures, il vaudrait peut-être mieux trouver les 300 signatures plutôt que d'essayer de changer la loi. En tout cas, c'est ma philosophie à moi. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres candidats qui se sont déclarés, comme mon grand frère Akeremouna, en passant par un autre parti politique. Absolument. Donc je pense que c'est aussi une voie qui peut être explorée pour y arriver. Donc nous sommes devant des faits, et les faits sont têtus. Et donc, au lieu d'essayer de changer les faits, il faudrait plutôt utiliser les opportunités qu'offrent les voies de contournement pour y arriver plutôt que d'essayer de foncer droit dans un mur. Moi, c'est la seule chose que je peux vous dire. Mais encore une fois, moi, je souhaite en tout cas que tous ceux qui veulent être candidats et qui répondent aux conditions pour être candidats puissent l'être. En octobre, quand je serai au pouvoir, je vais changer les conditions pour que plus jamais ce genre de débat n'existe au Cameroun. Un mot sur l'implication du MINAT dans la querelle interne au PCRN. Ben écoutez, ça vient du fait que le MINAT n'a pas sa place dans le dispositif démocratique camerounais. Nous voulons que la régulation, donc l'administration, ce que le MINAT fait aujourd'hui avec les partis politiques, c'est-à-dire la légalisation, etc., et le suivi des partis politiques, soit fait par EDECAM. Dans chaque démocratie qui se respecte, c'est l'institution en charge des élections qui s'occupe de cela. D'ailleurs, on est dans une bipolarisation où le MINAT fait une chose et l'EDECAM fait une autre chose. Ça démontre les limites du système en place. Normalement, tous les partis politiques devraient être inscrits auprès d'EDECAM. Et c'est l'EDECAM qui devrait faire le suivi des partis. Par exemple, dans d'autres pays très démocratiques, je ne vais pas les citer ici pour faire des jaloux, mais en Afrique, c'est l'EDECAM qui organise les élections au sein des partis politiques. Donc même dans le parti, vous ne pouvez pas tricher pour devenir président national ou président régional parce que ces élections sont organisées par EDECAM. Sur la base de vos statuts qui ont été acceptés par EDECAM quand vous vous êtes inscrit pour votre légalisation. Donc je pense qu'il y a toutes ces dispositions qu'il faut prendre. Il y a une disposition à mes yeux qui est très importante, c'est qu'il faudrait aussi que les partis politiques, que les dispositions pour la mise sur pied, pour la création et l'existence des partis politiques soient un peu plus rigoureux. C'est-à-dire qu'un parti politique, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et donc, à mon humble avis, il faudrait peut-être des dispositions dans la loi qui obligent les partis politiques à certains rendements. Par exemple, pour la légalisation, avoir 2 signatures, je trouve que c'est un peu peu. Maintenant, on pourrait demander un certain nombre de signatures dans la majorité des régions de Cameroun pour éviter des partis politiques régionalistes. On pourrait demander la participation dans la vie active du pays. Il faudrait peut-être avoir un statut de parti légalisé et parti actif parce que, vous voyez, on a des partis légalisés depuis 1990 qui n'ont jamais participé à une élection, mais ils sont à la télévision tous les jours dans les débats. Ils pourrissent les débats parce qu'ils n'ont aucun enjeu
et ils essayent de faire passer une opinion que la population ne peut pas suivre parce que cette opinion ou ces propositions politiques ne sont pas mises sur la place publique lors des élections. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Elles sont dans nos propositions, nous irons encore plus loin. Mais nous pensons qu'il faut reformer un peu les dispositions pour faire en sorte que les partis politiques qui se présentent devant les électeurs camerounais, qu'ils aient véritablement, que ce soient des partis sérieux. D'accord. Joshua aussi, merci infiniment. Je vous remercie pour l'invitation et très bonne soirée à tous vos téléspectateurs. On espère vraiment que nos téléspectateurs auront grandement appris du projet que vous portez pour la présidentielle de 2025. C'était un peu... Écoutez, il y a beaucoup plus que ça, donc je les invite sur notre page www.sdf.cm. Voilà, ce n'est pas encore l'heure de la campagne. Cela dit, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Évidemment, l'invité était Joshua aussi, président national du SDF, candidat à l'élection présidentielle de 2025, portée par le Congrès extraordinaire organisé samedi 1er mars à Yaoundé. Merci, bonsoir et à jeudi prochain.